Donc on est reparti. Excusez-moi, ça a coupé la vidéo d'avant. Donc on en était à Mushaf. Donc je disais que par rapport au nom des choses, que si tu connais le nom des choses, je vais pas refaire l'explication que j'ai fait dans la vidéo juste avant. Donc le premier livre, c'est le Coran parce que c'est le Mushaf et qu'en fait le mot livre n'existait pas avant l'invention et l'invention n'existait pas avant le mot. Et le mot est venu avec l'invention et c'est le premier mot et le premier livre, c'est Mushaf. Donc c'est le Coran. Voilà. Ça c'est c'est des déductions qu'on peut dire étymologiquement si vous voulez. Ensuite, c'est important de savoir ce que c'est qu'un livre, quoi, parce que les suhuf, donc je disais mushaf, suhuf, les suhuf c'est les feuillets. Et, par exemple, dans tous les pays, avant les livres, il y avait des feuillets, donc de différentes formes. Donc il y a les papyrus, il y a les rouleaux, il y a sur les peaux, sur j'en sais rien, mais il y a différents supports d'écriture. Même quand c'est du papier, le papier n'est jamais présenté sous forme de livre, sous forme de mushaf. Ok. Donc voilà, j'espère que je me suis fait comprendre sur ce point. On va continuer la vidéo de Nas Boutamina sur qu'est-ce qu'un livre et les Grecs. Un livre, comme défini, qu'on nous dit que ces livres ont été écrits par Hippocrate, par Galien, par Thalès. Ils ont écrit des ouvrages de mathématiques, de géométrie, de médecine, de chirurgie, de botanique. Je voulais redire un mot sur la fameuse peinture qu'il a montrée, qui a l'air fameuse, etc. Donc cette peinture qui dépeint les grands auteurs grecs classiques avec leurs livres sous le bras. Certains sont en train d'écrire, il y a même l'arabe derrière qui copie. Et voilà. Et donc tout ce que j'expliquais avant sur ça, c'est de l'histoire officielle, c'est-à-dire que officiellement, si on te dit d'où viennent les écrits grecs, est-ce qu'on a les originaux? Non, il n'y a pas d'originaux. Il y a des copies. Donc il y a les copies de la Renaissance. Donc une copie, c'est une copie d'un autre document. Donc la copie de la Renaissance, elle copie quoi? C'est des copies traductions. Elle copie et traduit des documents arabes. Donc tous les documents grecs viennent des documents arabes qui eux-mêmes prétendent venir des Grecs. C'est bon? Donc là, on a l'histoire officielle. Ensuite, écoutons ce que Nas Boutamina a à nous dire. Médical du Dioscoride, etc., quoi. Sur imprimé. Donc, un livre comme défini, puisqu'on nous dit que ces livres ont été écrits par Hippocrate, par Galien, par Thalès. Ils ont écrit des ouvrages de mathématiques, de géométrie, de médecine, de chirurgie, de botanique, matériel médical du Dioscoride, etc., quoi. Sur quel support ont-ils écrit? D'après ce qu'ils nous disent, et ils nous l'imposent sur des livres. Donc le livre, d'après cette définition, on n'en a jamais trouvé un seul vestige. Il n'y a aucun livre. C'est-à-dire Mais il n'existe pas. Même d'un point de vue archéologique, quand on fait des fouilles, ils ont fouillé la Grèce, ils ont fouillé Rome, ils n'arrêtent pas de fouiller. Ils fouillent tout le temps. Jamais ils n'ont trouvé un vestige d'un quelconque livre. Imagine ce bouquin du rétablisme, je le jette dans une cave, je reviens 500 ans plus tard, je trouve, même s'il est dans un état déplorable, je trouve un peu, au moins la forme d'un livre, quoi. Je veux dire, un fragment d'un livre. Tiens, il ressemble à un livre. Fut un temps, c'était un livre. On voit que c'est un codex carré, voilà, rectangulaire, c'est un livre. Donc voilà. Aucun vestige, aucune fouille archéologique n'a jamais retrouvé. Rien du tout. Mais quoi, on a trouvé des textes quand même, non? C'est quoi ce texte? Sur quel support ont été faits ces textes? Il y a des textes qu'on trouve. Quels sont les supports d'écriture de l'époque de l'Antiquité?
Voilà. Tablette de bois blanchi. Tablette de bois blanchi. C'est vrai qu'on... Donc, Tepa, il lui dit oui, mais il y a bien des textes, Platon, il y a des livres et tout. Effectivement. Si vous tapez Platon sur Wikipédia, vous allez dans bibliographie et il y a tous ces livres avec le nombre de pages. Vous regardez, tel livre, 200 pages, tel livre, 150 pages, tel livre. Ensuite, à l'époque des Grecs, le papier n'existait pas. C'est ça en fait, le truc de Nasbutamina. C'est que sur quoi ils ont écrit ces livres qui font 200 pages? On a aujourd'hui plus de 1000 pages attribuées à Platon. Il les a écrits sur quoi? Sur des menhirs? Vous imaginez 1000 pages sur des menhirs? Ça a été stocké où? On les a retrouvés comment? Encore au papier, hein. Voilà. On est très loin du Tablette de bois enduit de cire. Donc quels sont les supports de l'époque d'écriture? Ça, oui. Le parchemin à base de potane et de bovin, d'agneau, de chèvre, etc. Des tablettes d'argile, qui est apparu un peu plus tard d'ailleurs. Sinon, plaques de bronze, plaques de pierre. Ah oui, les plaques de bronze, on en a retrouvé Voilà, des plaques de fois. pierre. Ouais. Le papyrus, papyrus, il ne pouvait pas trop le commercialiser parce que c'est une entreprise d'État. Le pharaon avait le droit monopole absolu sur le papyrus. Donc la fabrication du papyrus servait à l'administration égyptienne et à la prêtrise, c'est-à-dire tout ce qui est acte religieux. C'était ça à quoi servait. Donc les Grecs n'avaient pas accès au papyrus. En plus, la commercialisation du papyrus était très 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 contrôlée parce qu'elle était très chère déjà pour fabriquer le papyrus. Et comme c'était un monopole d'État, donc ils ne pouvaient pas le... Et ce qu'ils arrivaient à en avoir, ça coûtait tellement cher qu'on ne pouvait pas écrire on ne pouvait pas s'en servir. Donc, le problème, c'est que sur ce genre de support, on peut faire des estampes, on peut graver un petit peu, quoi. Mais il est impossible d'écrire un typé de 300, 400 pages actuelles. Imagine-toi un peu la quantité de pierres, c'est de la pierre, de bronze, c'est de bronze, des omoplates tout à fait, ou de c'est- parchemin, etc. Impossible à créer. Peut-être pour une estampe, pour une gravure, on peut. Peut-être la pierre de Rosette, on l'a retrouvée. Donc elle est au British Museum. Donc on peut trouver un petit peu de l'égyptien, un peu de grec, mais ça reste toujours très très limité, quoi. C'était un petit texte, mais il est impossible d'écrire de longs textes. On peut faire de longs textes, par exemple, sur du papyrus, qu'on essaie de mettre sur un parchemin. Sur du parchemin, peut-être. Mais écrire le Timée ou l'éthique, il est impossible d'écrire 300 pages de notre caractère à nous, quoi. Imagine-toi ce que ça Donc peut ça veut faire. dire qu'à l'époque, en fait, à cette époque donc qu'on appelle en plus l'âge d'or de la Grèce classique, 300 pages. C'est comme ça que ça s'appelle. donc il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de traces. Eric. Aucune trace. On a quoi, des bribes de texte qui nous sont parvenues? C'est quoi comment on a attribué, par exemple, le théorème de Pythagore? On nous a dit, il y a un Tout à théorème fait. de Ça Pythagore. serait... Le mec peut paraître arrogant, sûr de lui, ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais c'est parce que c'est vrai, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de traces. Quand il dit il n'y a pas de traces, allez vérifier, il n'y a pas de traces. C'est ce qu'il dit, allez vérifier. Mais le pourquoi du comment il est arrogant et tout, c'est parce que c'est vrai ce qu'il dit. Sur ce point, c'est vrai ce qu'il dit. Ça sera peut-être dans le peut-être tout à l'heure, Ah bon, ok, parce qu'il y a un cheminement, pour comme ça on comprenne bien, que les D'accord, gens qui ok. nous écoutent comprennent bien. D'abord le problème, le papier est apparu quand? Ah, beaucoup plus tard, le papier, on sait, ça paraît beaucoup Le plus tard. papier apparaît pendant la bataille. Il y avait une bataille qui s'appelle la bataille de Talas. La bataille de Talas, c'est une bataille qui a opposé. Bon, c'était au Donc ça, c'est de l'histoire officielle. Kyrgyzstan. Ouais. Kyrgyzstan, il y avait un. En Asie centrale, donc. Voilà, actuelle. l'Asie centrale. Donc, il y avait le monarque qui était converti à l'islam et qu'il demandait l'aide des musulmans parce que les Chinois arrivaient en masse
pour l'obliger à payer un tribut. Donc, donc cette région donnait un tribut chaque année aux Chinois. Et comme à cette période, ils ne voulaient plus leur donner, les Chinois, par représailles, ont envoyé une armée. Il a demandé l'aide de Abu Abbas el-Safa, de la dynastie des Abbassides, qui a envoyé le général Salih ibn Ziyad, c'était un grand général de l'époque de l'armée musulmane, qui est allé aider ce monarque. Il y a eu une grande bataille. Donc la bataille était conduite pendant la dynastie des Tang, en chinois, qui a été ensuite commandée par le général Tao Qianchi, peut-être pas un Sud-Coréen, mais un Coréen, un général coréen Tao Qianchi, qui était à la tête de l'armée chinoise. Donc il y avait une très grande bataille. Les musulmans sont sortis vainqueurs. À la suite de cette bataille, les musulmans ont fait prisonnier des Chinois, des prisonniers chinois. Ils ont été emmenés à Damas et à Bagdad, et c'est là qu'ils ont délivré le secret du papier et de l'encre de Chine. D'accord. Voilà. Donc en 755, la création de manufactures de papier qui alimente l'empire musulman. Donc, en 755, c'est le début du papier, des livres. Ok? Donc, en 700, j'ai déjà oublié combien, c'est le début des livres. Donc, tous les trucs qu'il y a avant, si vous voulez, faut oublier. Tout ce qui est livre de 200 pages attribué à quelqu'un d'avant 700, c'est pas possible. Il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas d'encre. Donc tout ce qui a 300 pages et qui date d'avant 700, faut laisser tomber. 755, le papier apparaissait dans les territoires musulmans. On est loin du papier, du timé et de l'éthique, puisqu'il n'existait pas. C'est à cette période qu'est apparu le papier. Nous avons des traces historiques. Papier inventé par les Chinois, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, comme langue de Chine. Tout à fait. Donc voilà. Donc ensuite, à cette période de 755, il y a eu un livre, la naissance du livre. Le premier livre de l'humanité réellement, qu'on peut tracer archéologiquement, historiquement, fut le Coran. Donc la naissance du livre, le premier livre, en arabe on appelle ça Kitab. Kitab, c'est le livre. D'ailleurs, ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que Kitab, dans le Coran, il parle du Kitab. Il te parle, il te dit, c'est un assemblage de feuilles en forme de manuscrit. Il te donne déjà la définition, comment fabriquer le livre. Mais les Chinois, ils ont fabriqué des livres. Non, c'était pas des livres, c'était des parchemins. Des parchemins qu'on dépliait comme ça. Tout à fait. C'est des rouleaux, en fait. Des rouleaux. Ils ne connaissaient absolument pas le livre. Ils ne savaient pas ce que c'était, le livre. Donc, le premier livre, bon, Kitab, les Latins l'ont nommé Codex ou Liber. Liber en latin veut dire livre. Le premier livre de l'histoire, au sens étymologique du terme, fut le Coran. Donc, il se propage par ce moyen le plus rapidement. Aux quatre coins du monde, il est arrivé. Est parti pratiquement, que ce soit en Afrique noire, en Afrique du Nord, en Asie, etc., par un moyen. Pourquoi ? Parce que déjà au IXe siècle, les musulmans utilisaient l'impression xylographique, c'est-à-dire une impression, on commence à être déjà dans l'imprimerie. Au lieu que ce soit une imprimerie de type mobile comme celui de Gutenberg, c'était une imprimerie de type fixe. On gravait le texte sur du bois, qu'on passait ensuite les feuilles de papier qui étaient fabriquées, et ensuite on fabriquait le Coran. Dans ce contexte-là, le Coran était monoscript, c'est-à-dire que c'était le même Coran pour tout l'empire musulman. Donc là, comment vous dire, ça c'est sa conclusion à lui, c'est à vérifier. En tout cas, c'est intéressant son histoire de monoscript, pas monoscript. Ce qu'il dit, c'est que c'est pas comme aujourd'hui où c'est mobile, où c'est-à-dire c'est lettre par lettre que l'imprimerie est faite. Comme Gutenberg, c'est lettre par lettre. Regardez la différence quant à la fidélité du texte entre une imprimerie
lettre par lettre et une imprimerie où le texte est déjà... C'est-à-dire qu'on a écrit une fois le texte sur du bois, en entier, page par page. Et ensuite, chaque bois représente le modèle pour les feuilles. Et on imprime les feuilles par rapport à ce qui est sur le bois. Donc tac, tac, tac. Et du coup, tous les modèles, c'est la même écriture vu que c'est le même bois. C'est le même modèle de base qui a été utilisé. C'est intéressant. C'est la même fabrique. Voilà. Donc, c'est le système qu'on a. Donc tu veux dire qu'on faisait comme une espèce de plaque sur laquelle était On gravé voilà, tout à fait, les du texte. caractères et on Voilà, imprimait on comme ça imprimait le chaque papier. feuille. Tout à fait. Et on formait le livre. D'accord, tandis que l'imprimerie Gutenberg, c'était, tu veux dire, les lettres qui Tout à échangeaient, fait, tout à etc. fait. Voilà, on appelle ça l'imprimerie mobile. quoi. D'accord. Donc ensuite, la technique du fabricant. Non seulement les Chinois, ils ont légué. Et franchement, ce mec qui a été insulté sur les réseaux, qu'on a dit que c'était un charlatan et tout, moi je trouve que c'est un invité. Le mec, il est venu avec ses feuilles, avec des définitions des dictionnaires. Il défile son argumentaire en défilant ses feuilles. Il montre parfois des images. Franchement, pas mauvais. Créer du papier, mais ce papier n'était pas tout à fait intéressant d'un point de vue livresque. Tu vois, c'était un papier rudimentaire, pas terrible. Donc les musulmans l'ont perfectionné. Dès le milieu du 8e siècle, en 755, à Bagdad et à Damas, la pâte est coulée sur des formes et des vergures qu'on appelle un filigrane laissé sur le papier verger, c'est-à-dire le papier présentant un filigrane rectiligne, visible sur les feuilles de papier, attestant de l'emploi du châssis. Donc le papier ainsi produit était faiblement compact et raboteux. Avant de le coller et de le lisser, il est traité par un enduit, une sorte de gelée composée d'amidon de farine qui, en remplissant les pores, celui-ci rendait le papier compact et en blanchissait la surface. Puis, la feuille, ajustée sur une table, est polie à l'aide d'une pierre dure, puis collée à la colle d'amidon en imbibant la feuille dans une solution. Ça, c'était le papier fabrication type Damas ou Bagdad, qui est supérieur et beaucoup plus résistant que celui du papier que les Chinois ont légué, le secret. L'encre, c'est pareil. L'encre des Chinois est un peu différente de ce que... Parce qu'entre-temps... Rappelez-vous pour le papier de la gomme arabique. Quand ils avaient le papier et l'encre, ils l'ont perfectionné parce qu'ils avaient un usage beaucoup plus intense et beaucoup plus qui demandait beaucoup plus de manipulation mécanique. L'encre est une substance fortement teintée, généralement noire, ça on le sait, hein. Donc qui sert à marquer le support, papier, texte, etc. Donc les premières encres, tant en Chine, en Orient en général, qu'au Proche et Moyen-Orient, puis en Europe, sont toutes à base de noir de fumée. Vous voyez, les Chinois. Donc les Polynésiens utilisent l'encre des poulpes depuis toujours. C'est sûrement le cas en Méditerranée aussi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je le dis au passage. Ces calligraphies. Donc c'est à base de noir de fumée, lié par de la gomme laque ou laquée. Okay. Donc une grande innovation est l'encre au fer, créée par les musulmans à partir du 9e siècle, avec ces 3 ingrédients de base: noix de Galles, sulfate de fer ou de cuivre, gomme laquée. Ces derniers l'introduisirent en Occident au 9e siècle. Ce sera la seule à permettre l'usage des plumes d'oiseaux pour l'écriture. Tandis qu'en Extrême-Orient, la tradition de l'encre noire de fumée se perpétue avec l'usage du pinceau. L'évolution majeure réside donc dans l'emploi de colle plutôt que de gomme. Donc l'encre au fer, dès qu'elle se fixe sur le... Donc la différence de l'écriture entre, si vous voulez, la plume. L'Occident écrit à la plume. L'Orient écrit au pinceau. Que ce soit les Arabes ou les Japonais. Le temps d'effet sur elle. Ses nuances et son éclat défient les siècles, voire les millénaires. Dans ces cas, le papier
doit bien sûr lui aussi être de grande qualité. Et là, je vais te montrer juste une... Ah oui, parce que, alors juste pour expliquer, l'encre chinoise, la première encre, donc à base de charbon de bois, en fait, elle ne tient pas Tout dans à la fait, longueur, c'est tout ça, à elle fait. s'efface un peu, parce Tout qu'en à fait, c'est comme si c'est du charbon de bois avec lequel on Tout à écrit, fait, c'est un voilà, peu ça. juste fixé un peu par de la laque. Et C'est fixé tout ça. par une sorte de lac. Tout à voilà. fait, exactement. Là, je vais juste me permettre de te montrer juste un petit exemple de ce que, si j'arrive à le retrouver, tu peux... Donc si vous voulez, là on fait de l'histoire. C'est ça l'histoire, c'est on se pose des vraies questions sur d'où viennent les choses, d'où vient le papier, d'où vient... Là c'est de l'histoire, c'est ça l'histoire. Là on fait de l'histoire. Non, je vais essayer. de le retrouver. Ah, voilà. Ça, c'est le livre Al-Kanun fi Tabb de Ibn Sina, le livre fondamental de la médecine, qui a été utilisé jusqu'au XVIIIe siècle en Europe, qu'on appelle Canonis Medicinae Avicinae, qui a été traduit en latin des centaines de fois par des centaines de traducteurs. Quand on remarque, il date donc Avicenne, c'est vers le 890, entre le 9e et 10e siècle. Et cet ouvrage, il se trouve, il y a deux ou trois. Un qui se trouve au Pentagone, aux États-Unis. Ne me demande pas qu'est-ce qu'il fait là-bas, mais il est là-bas. Et il date... Ah oui, on peut le montrer à l'image. Oui. Ouais, voilà. Donc le fameux livre, donc d'Avicenne. Oui, d'Avicenne. Voilà. Donc quand tu vois, tu le remarques très bien, il ne perd rien en sa consistance, au niveau de la couleur, du texte. Ah oui, c'est magnifique. Voilà. Hein, dire, oui, et ça, il date ça du fin 9e, début 10e siècle. Et il est toujours tel qu'il est dans cet état-là. Ouais. Dans cet état-là. Oui, donc, voilà. Donc c'est là où moi à chaque fois que j'écoute des gens, je suis très enthousiaste, mais je suis jamais d'accord avec tout. Donc moi quand on me dit que ce livre il date du 9e siècle, quand il dit qu'il est bien conservé par rapport à des techniques par rapport à un art de comment écrire, de comment faire les livres, de comment faire le papier, je veux bien, après qu'il date du 9e siècle, j'aimerais vérifier quoi. Donc, il n'a pas perdu de sa qualité, parce qu'on a utilisé de l'encre à base de fer, le papier qui a été ensuite amidonné, etc. Donc il n'a plus rien à voir avec les ouvrages. Voilà, donc ça c'est pour l'encre. Hein. Bien sûr. Juste une petite parenthèse. On me dit les feuilles et cigarettes, c'est de la gomme arabique naturelle, c'est vrai aussi. Ça a un rapport un peu, parce que c'est de la gomme arabique aussi, ça qu'on utilise. Ouais. Il y a une gomme arabique que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'elle a utilisé. Qui a utilisé, ouais. Tout à fait. Donc, juste ensuite pour parler un petit peu parce que c'est important, parce que c'est la continuité de ce discours, c'est le fait de l'imprimerie. Par exemple, l'imprimerie en Europe, ouais. En Europe chrétienne, elle arrive, voilà. Voilà, en 1450, 1450 voilà, l'invention de l'imprimerie à Mayence par Gutenberg. Le fameux Gutenberg. Tout à fait. Et d'Alsace, vous êtes proche de Gutenberg. Juste à côté, Strasbourg, Mayence, c'est vrai. 1500, par exemple, c'est juste pour te montrer un peu la possibilité que ce papier et cette encre a donné comme engouement à la culture et à la Renaissance en Europe. Sans les prisonniers chinois 751-755, pas de papier, pas d'encre, pas de Renaissance, pas de Gutenberg, pas de Martin Luther, pas de propagation d'idées, etc., etc. Maintenant, on revient. Donc, 1450, on commence l'imprimerie. 1500 en Europe, on parle en Allemagne seulement, 200 ateliers d'imprimerie en Allemagne. Au XVe siècle, 40 000 éditions. 6 à 15 millions de livres sont imprimés. Ah, il y a une boulimie véritablement, dès le début en fait. C'est-à-dire, en à peine 50 ans, en fait, ça se... Complètement. 16e siècle, 10 000 éditions pour la seule Angleterre. En Europe, il y a 150 millions de livres pour une population européenne qui faisait moins de 80 millions. D'un passé culturel
axé sur l'oralité, ça c'est en Europe, hein. 99,9% de la population européenne, Ne savait pas lire ni ils savaient écrire. ni écrire. En fait, c'était conservé, il L'Église. faut bien le dire, par les moines qui étaient... voilà, il y avait un L'Église, pouvoir dans de les l'Église. scriptoriums, dans les monastères. Les c'est- riches aussi, alors Oui, tout à fait, bien Ouais, sûr, parce que bon, il y avait 3 personnages qui gouvernaient en Europe, comme dans le reste du monde, 3 entités. L'armée, la bourgeoisie ou l'aristocratie, et l'Église, ou la prêtrise, ou tout ce qui est le sacerdoce, comme tu préfères, quoi. Bon, dans un pays musulman, c'est quoi? C'est un imam, un riche et un militaire. En Europe, c'est un prêtre, un bourgeois et un prêtre, quoi. Voilà. Donc, justement, pour te faire le parallèle, hein, pourquoi justement il y a cette espèce d'engouement en Europe, donc d'un passage de l'oralité, d'un visuel, parce que, bon, par exemple, l'Église prêchait dans les églises, donc il y avait personne, quand tu commençais à déclarer des faits historiques ou des chroniques ou des décrets, c'est toujours oral, donc la population ne savait ni lire ni écrire. Alors ce passage de l'oralité, en 1500, c'est le passage à la lecture. Donc là Incroyable. aussi, il y a plus de gens qui savent lire quand même. En Tout Europe, à fait, on c'est apprend ça, à lire l'imprimerie. partout, Parce qu'au etc. départ, Gutenberg, lui, ce qu'il voulait, c'était un but lucratif. Il s'en contrefichait de Ah, la daronne, elle il savait regarde la télé, absolument là. pas de l'engouement qu'allait avoir son imprimerie. Sa méthode qui a révolutionné la mentalité et la culture européenne, quoi. Ce qu'il voulait, c'était se faire de l'argent. D'ailleurs, ils étaient 3. Il y avait lui qui était orfèvre. Donc orfèvre, ça veut dire qu'il savait graver. En fait, ça faire- avait gravé, d'accord. Tout à fait. Il y avait un autre personnage, je ne me souviens plus du nom, mais on retrouvera dans les ouvrages pour ceux qui s'intéressent. Donc il y avait un financier donc, qui finançait ses travaux. Hein. Donc il investissait, c'était un investisseur. Et le troisième était un copiste. Copiste spécialiste de langue arabe. D'accord, les fameux moines copistes. Exactement ça. Donc, juste pour le parallèle. Donc, tout à l'heure, 16e siècle, 10 millions d'éditions, 150 millions de livres, pour une population européenne de moins de 80 millions. Au XVIe siècle, donc c'est siècle. vraiment une énorme production. Complètement. En fait, L'impression, ça a enclenché. Donc, il y a donc cette période qu'on a. Donc là, c'est un deuxième extrait qu'on va écouter aussi. Donc, la véritable période où je dirais les grandes dates réelles de l'histoire des sciences, par rapport à tout à l'heure qui étaient les grandes dates selon l'histoire officielle européenne. Donc c'est vrai qu'il y a une période qui va de la préhistoire jusqu'au moins 100. On retrouve à cette période la Grèce. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans cette période? C'est les mythologies, les légendes, les superstitions et la magie. Donc, Donc le problème de Nas, c'est que dans sa tête, dans son raisonnement, dans ses dogmes, il est encore dans la chronologie officielle. C'est-à-dire que pour lui, Jésus c'était en l'an 0, Mohamed c'était en l'an 622, donc il est encore dans la chronologie officielle. Donc c'est là où son raisonnement il a des limites et où on se perd un peu et on n'arrive pas à avoir de conclusion à ce qu'il dit. Rien de scientifique, aucune science n'est jamais apparue à cette période-là. Et en gros, pour conclure avec le truc d'avant aussi, c'est qu'on remarque qu'il y a une période, d'un coup, il y a une explosion des livres. On passe de pas de livres à plein de livres. Donc est-ce que c'est comme l'histoire officielle nous le dit, qu'il y a eu l'imprimerie et qu'on s'est mis à écrire plein de livres, à traduire plein de livres? Mais pour traduire plein de livres, il faut que déjà ils ont eu des livres à traduire. Donc donc de base ça veut dire qu'ils ont reçu plein de livres. Donc selon l'histoire officielle, les livres des Arabes. Mais c'est quoi tous ces livres qui se sont mis à traduire donc en fait c'est les livres de l'Ancien Monde qui ont été traduits. Ou alors c'est des livres inventés, des personnages inventés.
l'histoire a été faite par ces moines copistes, si vous voulez. C'est ça qu'on peut conclure de Nas, c'est que l'histoire a été faite par les moines copistes qui qui se sont appropriés toutes les inventions, toutes les découvertes, et qui se sont appropriés l'histoire des sciences. Aujourd'hui, si dans toutes les sciences, on regarde l'histoire, c'est des Anglais, des Français, des Américains qui ont inventé toutes les bases des sciences modernes. Même pas les mathématiques. Même pas les mathématiques. C'est vrai que ça permet... Bah, parce qu'on nous a expliqué les mathématiques, voilà, les théorèmes, j'invente pas, Thalès, Pythagore, etc. Et j'en passe. Tout à fait. Donc ces personnages que tu viens de citer ont été créés par les humanistes pendant la Renaissance. Donc, période européenne, c'est quoi? Donc Thalès, Pythagore n'ont jamais existé. C'est des personnages inventés par ceux qui écrivaient les bouquins à la Renaissance. C'est de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Donc surtout avant l'arrivée de l'islam, mythologie, superstition, légende, partagée comme toutes les autres cultures, comme toutes les autres sociétés. Je ne vois pas de différence entre la société grecque et celle de la Perse ou celle de l'Égypte ou de la Phénicie. Voilà, c'est la mythologie, voilà, la superstition. Donc là, apparaît la naissance des sciences. Pourquoi? Parce que caractère de ces sociétés. L'islam, 7e siècle, le 8e siècle apparaît, la naissance des sciences. Pourquoi? Donc dans son raisonnement à lui, il a raison. Mais là où il a tort, c'est que l'islam n'apparaît pas en 622. Parce que la chronologie est à remettre en cause, ce que lui ne fait pas. Donc il faut couper le vrai de ce qu'il dit lui avec d'autres informations qu'on aura plus tard. Donc mais comme lui, il se base sur la chronologie officielle, je commence par lui, par les Grecs, pour expliquer, voilà, les Grecs c'est du fake, Thalès c'est du fake. Et puis tout doucement, on va recouper ces informations-là avec d'autres trucs qui arriveront dans les épisodes d'après. Il y a une... Donc les religions basaient leur pouvoir sur quoi? Sur l'ignorance des gens, sur l'obscurantisme. Ils contrôlaient les gens comme ça, que ce soit les prêtres grecs ou les prêtres africains ou les chamans. Oui, on sait qu'ils utilisaient de subterfuges la dans peur, les temples, voilà, etc. donc, pour leur voilà, faire tout à fait, croire voilà. qu'ils avaient des L'Église, pouvoirs magiques tout à fait, et se faire respecter, tout on à va fait. dire. Et l'Église a toujours utilisé aussi le même système, faire peur à ses ouailles, parce que c'est la sorcellerie, voilà. Nous, la création de l'Inquisition n'a pas été créée pour rien dans cette période. Donc, et là où est née la démonologie, l'angiologie, tout ce qui est paranormal, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est le satanisme, Lucifer, Belzébuth, tout ça pour essayer de maintenir la population dans l'abrutissement, l'ignorance et la peur, surtout la terreur. La terreur, une fois qu'on a mis la terreur dans l'esprit des gens, on la contrôle. Voilà. Donc, toutes ces religions était la base fondamentale de l'homme avant l'arrivée de l'islam. L'islam, c'est pour ça que la plupart des gens ne connaissent pas l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Bon, c'est une religion comme tous les autres. Non, c'est pas une religion comme tous les autres. Donc, petite rectification de ma part. C'est tout vrai. Sauf que, oui, l'islam n'est pas une religion comme les autres. Mais on parle pas de l'islam d'aujourd'hui qu'on connaît. On parle du Coran. Le Coran n'est pas comme les autres. Le Coran a permis la science et n'est pas dans l'obscurantisme. Et libère les gens. L'islam d'aujourd'hui, pas du tout. L'islam d'aujourd'hui, on le met dans le paquet de tous les trucs obscurantisme et tout que lui décrit. C'est un mode de vie. Donc, pour évincer toutes les autres religions, il fallait qu'il y ait une autre religion. Qui est capable de détruire d'autres religions? Au niveau mental, au niveau psychique, c'est quoi?
une religion beaucoup plus religion, puissante une que religion les autres. humaine, ouais. Tout à fait. Et c'est pas une idéologie ou une philosophie qui va détruire la mythologie grecque. Ça, c'est impossible, quoi. Donc, dans cette période, l'islam est arrivé à détruire. À la place de la peur, de l'ignorance et de la terreur, elle a mis au point la connaissance, le savoir, l'alphabétisme, etc., etc. Donc, le Coran a fait ça, pas l'islam. Le Coran, pas l'islam. Une religion qui demande aux personnes qu'à étudier, qu'à connaître. Donc, on voit apparaître à partir justement de ce 8e siècle, tous les grands mathématiciens, je peux t'en citer quelques-uns, tu dois les connaître, Al-Khwarizmi, Jabir Oui, ibn Hayyan, Al-Khwarizmi, il est très voilà, connu. Abu Kamil, etc., etc. On le dit que c'est lui qui a inventé l'algèbre. Tout à fait, donc l'algorithme. Ensuite, on pourra tout à l'heure parler de comment les sciences sont apparues à cette période. Comment et pourquoi. Mais avant tout, je vais te donner quelques petites définitions de l'histoire officielle de la Renaissance. Donc la Renaissance se définit comme un mouvement littéraire, artistique et scientifique qui eut lieu en Europe au XVe, XVIe siècle, qui était fondé sur l'imitation de l'Antiquité grecque. Nous avons vu tout à l'heure que l'Antiquité grecque, il n'y a rien d'Antiquité grecque, parce que si vraiment ils ont imité l'Antiquité grecque, ce serait la mythologie, les superstitions, les légendes, etc. Donc voilà. Par contre, la véritable définition de la Renaissance, c'est... Donc les Grecs, on se gratte le dos avec les Grecs. un mouvement littéraire, artistique et scientifique qui eut lieu en Europe, certes, au XVe et XVIe siècle, et qui était fondé sur l'imitation de la civilisation de l'islam classique, ou civilisation perso-berbéro-andalou. Je préfère ça. Donc la Renaissance, c'est un mouvement littéraire, blablabla, comme il a dit, qui est fondé sur l'imitation et la traduction d'une autre civilisation. Ok? Cette autre civilisation, c'est pas les Grecs. Ils ont jamais existé. Lui, Nassi c'est la civilisation berbéro-andalou. Mais je rajouterais tartarienne en fait. C'est la civilisation d'avant. C'est pas juste berbéro-andalou, je sais pas quoi. Perso-berbéro-andalou. C'est pas juste ça. C'est aussi la civilisation nordique occidentale, orientale, chinoise, indienne, américaine. Donc la Renaissance est basée sur l'imitation d'une autre civilisation. La Renaissance est un mouvement qui se base sur l'imitation d'une autre civilisation et qui s'est attribué toutes les découvertes ou qui les a attribuées aux Grecs ou à eux-mêmes. Donc ils se sont attribués tout alors qu'en fait c'est des copieurs. Ils ont eu des livres avec plein de connaissances dedans. Ils ont gardé ce qu'ils voulaient pas dire et ce qu'ils voulaient dévoiler, ils l'ont dévoilé. Ils ont dit voilà, l'autre il a inventé l'électricité, lui il a inventé ça, lui il a inventé la photo. Mais en fait eux, ce qu'ils ont eu, c'est à une époque, ils ont eu des livres d'une autre civilisation. Donc voilà, je pense qu'on va conclure là-dessus. Donc conclusion, à la Renaissance, mais moi je dirais au 19e siècle. Mais on peut dire déjà à la Renaissance, mais plutôt 17e, 16, 17, 18. À partir du 16e, on peut dire que la civilisation occidentale a connu la Renaissance. Et la Renaissance, c'est... Ils ont reçu plein de livres d'une autre civilisation, plein de savoirs, plein de connaissances d'une autre civilisation. Il se trouve que la plupart de ces livres étaient écrits en arabe, en langue arabe, d'accord? Ça veut pas dire que c'était berbéro-andalou, je sais pas quoi. En Inde, on écrivait en arabe. Ok?
Donc, la Renaissance, ils ont reçu tous ces bouquins d'une autre civilisation, tous ces savoirs, et ils se les ont attribués et ils ont fait une nouvelle histoire. Ok. Donc, terminé. J'espère que ça vous a donné matière à réfléchir.